Le fait est que très peu d'entre nous choisissent réellement leur métier, leurs études. Réfléchissez, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés dans cette carrière? Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier, je suis passionnée de psychogénéalogie et sur cette chaîne, je travaille autour de tout ce qui va être autosabotage, donc les loyautés familiales, les croyances limitantes, le manque d'estime. Et tout cela est étroitement lié. Vous allez trouver quantité de vidéos sur donc les loyautés, en quoi est-ce qu'elles prédéterminent éventuellement votre succès financier, votre insécurité financière, vos relations amoureuses, pourquoi pas les maladies aussi évidemment. Et donc je travaille visio, donc où que vous soyez, je peux éventuellement vous accompagner. Aujourd'hui, donc, les loyautés familiales et le travail, le métier. Il faut savoir que notre clan, notre tribu, a une sainte horreur du changement. Elle a des valeurs, elle a des schémas, des stratégies de survie qui font que véritablement, ça a été plus ou moins éprouvé dans le passé. En tous les cas, c'est ce qui a été vécu. Et donc, c'est très, très difficile de laisser la nouvelle génération choisir d'autres chemins. Donc, vous voyez bien l'idée que, hélas, pour vous, pour être un individu totalement unique, qui va briller de ses dons, eh bien, ça va vous poser quelques problèmes. Donc, dès le début, avant même que vous ne naissiez, il y a des fées qui se sont penchées sur votre berceau et sur le projet de cet enfant à venir. Et ces fées, que ce soit une grand-mère, que ce soit un père, une mère, etc., n'ont pas toujours pensé qu'à vous, n'ont pas toujours pensé qu'à votre bien-être. Ils vous ont plutôt vu le plus souvent comme une projection d'eux-mêmes et souvent comme une projection de ce qu'ils n'avaient pas pu vivre, de leurs frustrations, de leurs petits échecs, des drames passés, soit les leurs, soit ceux des générations précédentes. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur la psychogénéalogie qui vous explique bien tout ça. Enfin, je crois. Donc, dès le début, avant même que vous ne naissiez, et c'est pour ça que nous, on fait très souvent attention en psychogénéalogie au contexte, c'est-à-dire au contexte de la conception. Dans quel état, dans quelle conscience étaient vos parents au moment où ils vous ont mis en route. Est-ce qu'il y avait des problématiques d'argent? Est-ce que les choses étaient sécures? Est-ce que il y avait des conflits au niveau des études, au niveau de la belle famille, etc., etc. Donc imaginons, par rapport au travail, puisque c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui, la base, très souvent, c'est faire ce que le parent n'a pas pu faire. Donc c'est le côté je me projette dans mon enfant et lui parviendra à réussir ce que moi je n'ai pu faire. Par exemple, j'aurais voulu être médecin parce que quand j'étais petit, ma mère est morte à la suite d'un cancer, imaginons. Et c'est inscrit dans mon état d'esprit de petit enfant que si j'avais été un bon médecin, si ma mère avait trouvé un bon médecin, elle aurait pu éventuellement être sauvée. Et donc, toute ma structure mentale, toute ma structure émotionnelle s'est mise en place autour de cette croyance, avec ce traumatisme de base. Je n'ai pas pu
pour des raisons X ou Y, devenir médecin. Néanmoins, au moment où je vais avoir un fils ou une fille, eh bien, je vais reporter cette croyance, ce moteur profond pour moi qui est relatif à ce traumatisme terrible d'avoir perdu ma mère. Je vais reporter ça sur la génération d'après. Et donc, mon enfant va entendre de tas de manières différentes, toute sa vie durant, que vraiment, quel bien beau métier que le métier de médecin. Et donc, si cet enfant a le malheur d'être bon à l'école, on va dire, eh bien, il va se retrouver sur les bancs de la fac de médecine, alors que probablement, pour lui, ça ne correspond à rien. Si ce n'est le fait de vouloir faire plaisir à son père. Donc, c'est une motivation par concept. C'est l'idée que d'être médecin, c'est une bonne chose, etc., etc., etc. Ça ne correspond pas à un désir profond. Ça ne correspond pas à une émotion profonde. Et donc, même s'il devient médecin, on va dire que peut-être il ira chercher une compensation, peut-être dans le côté social, dans le côté financier. Et ça, ce sera une valorisation pour lui, mais qui sera une compensation. Et sa motivation profonde qui aurait pu être le métier de médecin, c'est vraiment merveilleux parce que j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de guérir, pour moi ça correspond vraiment à quelque chose, eh bien ce jeune homme ne l'aura pas eu. Voilà, donc ça c'est un exemple. Vous allez avoir aussi les études, le métier, pour réparer aussi un trauma. Par exemple, un enfant a constaté que son père ou son grand-père ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Et puis, ça a été vraiment un cataclysme pour la famille. Et donc, en grandissant, cet enfant va devenir avocat. Mais là, on sera vraiment sur une motivation profonde, une motivation intrinsèque, et quelque chose qui sera totalement justifié. Alors certes, c'est pour réparer un traumatisme familial, mais au moins, pour l'enfant, ce sera justifié, ce choix professionnel. Vous voyez la différence entre faire quelque chose parce que un parent a impulsé une idée par frustration, ou faire quelque chose parce que on a constaté dans notre expérience de petit que véritablement c'est un beau métier. Et là, je vais y aller. Nous allons avoir aussi des métiers qui vont être choisis par habitude familiale. Il y a des lignées, justement, là encore, de médecins ou d'enseignants, ou des lignées aussi d'ouvriers, ou des lignées de gens qui travaillent dans le bâtiment. Il va y avoir aussi, pourquoi pas, des lignées d'artistes. Alors, évidemment, dans un premier temps, peut-être vous allez avoir un arrière-grand-père qui va avoir, à la suite d'une migration, permis à la famille de survivre économiquement parce que ce grand-père, par exemple, allait de balle de village en balle de village avec son accordéon. Imaginons la légende familiale, d'accord ? Et puis, le grand-père, lui, va avoir un niveau un peu supérieur parce que, évidemment, à force d'entendre la musique un peu partout, dans la famille, dans les bals, etc., et puis il aura reçu une éducation dans ce sens-là, lui, peut-être qu'il jouera plusieurs instruments, peut-être qu'il sera professeur de musique, peut-être que... voilà, vous voyez, il aura peut-être un niveau déjà au-dessus. Mais ça correspondra aussi à un partage, ça correspondra à des souvenirs sympathiques avec son père, ça correspondra à des satisfactions, des émotions profondes. Donc là, ça reste très sain. Imaginons la troisième génération. Déjà, le créneau est pris, on n'a plus trop la possibilité d'en changer. Donc imaginons la petite fille du
du joueur d'accordéon, elle, à force d'études, va devenir premier violon dans un grand orchestre, admettons. Et donc déjà, voilà, nous avons une famille de musiciens sur 3 générations, donc avec des neveux, des cousins, des frères, des sœurs, des oncles, qui sont plus ou moins tous dans ce monde-là, avec de plus en plus de peut-être de satisfaction culturelle, économique, voilà, avec une progression valorisante. Vous imaginez le petit dernier qui va devoir, dès ses 4 ans, jouer d'un instrument. Passer peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures au piano. Ou s'user les doigts sur le violon. Ce petit dernier, qu'on dit tellement doué, alors peut-être effectivement, dans le ventre de sa mère, comme il a déjà entendu de la musique, il a peut-être déjà une oreille parfaite. Néanmoins, on peut se demander si il n'aurait pas préféré faire autre chose que de s'user les doigts depuis la toute petite enfance. Donc effectivement, comme on a des lignées de suicidés, c'est moins drôle peut-être, on va avoir des lignées, des familles de musiciens, on va avoir des familles d'entrepreneurs, on va avoir des familles de gens qui travaillent dans le monde médical, etc. Et parfois, on n'a pas trop la possibilité de dévier, parce qu'encore une fois, sortir du clan, c'est quand même particulier. Évidemment, dans ces contextes-là, la question qu'on peut toujours se demander, c'est qui a débuté la légende familiale, qui a apporté du succès, qui a apporté de l'argent, qui a apporté la sécurité, qui a apporté une dégradation. Et moi, dans cette lignée, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis à la hauteur de mon père, ou mon grand-père, qui était vraiment le patriarche? Est-ce que j'ai le droit d'être à la hauteur? Donc, est-ce que j'ai une pression sur mes épaules pour faire mieux? Ou est-ce que j'ai une pression pour faire moins bien? Et les 2 discours peuvent être tenus dès l'enfance. Quand je dis discours, ça peut être du non-verbal. C'est pas forcément des choses, des réflexions piquantes. Ça peut être du non-verbal. Mais il est admis, par exemple, qu'on ne va pas pouvoir faire aussi bien que le grand-père. J'ai en tête un grand-père, effectivement, qui a créé une entreprise assez prestigieuse, qui a humilié son fils qui voulait suivre ses pas. Et le fils, donc, a dû gravir humblement les moindres échelons de l'entreprise. Et à chaque fois, on lui rappelait qu'il n'était pas à la hauteur du père. Enfin, le père lui rappelait. Donc, évidemment, ce fils n'a fait rien d'autre que faire péricliter l'entreprise. Et c'est au petit-fils de récupérer les miettes et de porter le poids de l'entreprise familiale avec le nom, avec tout ce qui est derrière. C'est au petit-fils d'essayer de réparer les torts du père et du grand-père, ou de récupérer le prestige familial. Voilà. Donc là encore, on est dans une filiation, dans un carcan quelque part. Alors on a aussi des messages sous-jacents dans certaines familles qui vont être liés à des problématiques d'argent, par exemple, des problématiques de sécurité. Alors,
voir, par exemple, parce qu'il y avait un père qui changeait tout le temps de boulot, qui était instable, avec des périodes de chômage, la mère qui avait beaucoup d'enfants à la maison, qui ne pouvait pas travailler, enfin, vous voyez. Et du coup, le message sous-jacent, ça va être, il faut de la stabilité, il faut des métiers sûrs, donc je ne sais pas, par exemple le fonctionnariat. Par exemple, des métiers dont on peut difficilement se passer a priori, plombier, aide-soignante ou infirmière, comptable, enfin, vous voyez, des métiers qui ont comme ça, qui ont une réputation d'être des métiers où il y aura toujours de l'emploi, où il y aura toujours de l'embauche et où au moins on ne revivra pas ce que la famille a vécu. Voilà, donc ça, je dis c'est le père qui lui était instable, mais ça peut être évidemment les grands-parents, voilà, la légende familiale, encore une fois, qu'est-ce qui a été raconté et quelles sont les craintes qui ont été vécues sur 1, 2, 3 générations dans cette famille. Donc en fait, évidemment, on va vers des métiers, je pense à une famille où sur 5 enfants, non, 7 enfants, il y en a 6 quand même qui sont comptables. L'idée, c'est qu'il faut vraiment un métier où il y a une sécurité financière, c'est lié aussi à l'argent, c'est lié à toutes ces choses-là, quoi. Alors, il y a aussi les fidélités où il faut garder le rang. Alors, vous avez le côté, évidemment, esprit bon bourgeois, à savoir qu'on a un patrimoine et il faut s'arranger pour que d'une génération à l'autre, le patrimoine soit amplifié. C'est de la gestion de bon père de famille, c'est l'idée, voilà. Donc, on va s'arranger pour que nos enfants soient dans des postes de notables, à un niveau social qui leur permettra de garder leur rang. Mais ce qui est amusant, vous avez aussi l'inverse. C'est-à-dire que dans un milieu d'agriculteurs, dans un milieu d'ouvriers, dans un milieu modeste, eh bien, ce sera très difficile de dépasser un plafond de verre. Les transfuges de classe, il y a énormément de choses à ce sujet qui sont vraiment très très intéressantes. Donc c'est excessivement difficile de monter vraiment quand on a entendu toute notre enfance la réussite, l'argent, c'est pas pour nous, les riches de toute façon, les patrons, c'est tous des pourris, etc., etc. Donc évidemment, là, ce serait vraiment trahir sa famille si on réussit financièrement. Et puis bon, après, qu'est-ce que ça veut dire réussir aussi, hein. Voilà. Pour conclure, le fait est que très peu d'entre nous choisissent réellement leur métier, leurs études. Réfléchissez, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette carrière? Est-ce que vous avez changé de carrière, justement, et pourquoi vous avez changé de carrière? Alors évidemment, heureusement, aujourd'hui, on en vient à parfois à la suite d'un burn-out, parfois à la suite d'une maladie, parfois à la suite d'un chômage, on en vient à pouvoir se reconvertir dans toute autre chose. Et parfois, on a vraiment des pages qui se tournent et où à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on voit des gens qui basculent dans quelque chose de tout autre, dans une profession très très différente et qui finalement les renvoie à ce qu'ils aimaient bien faire entre 7 et 14 ans. Voilà, petite piste si vous voulez revenir sur votre sens de vie, parce que en fait le métier c'est un petit peu ça quand même, hein. C'est pas que gagner de l'argent, c'est aussi parfois, et quand même si on a de la chance, être dans son sens de vie. Voilà. Qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous apporte et qu'est-ce que je peux offrir aux autres en même temps. Voilà. Donc, quand on n'est pas dans sa voie, quand on n'est pas à sa place, eh bien, la conséquence, c'est que, oui, burn-out, manque d'efficacité, manque d'épanouissement,
Et puis des motivations qui sont souvent faussées, quoi, hein, comme un désir d'argent, alors qu'en fait, ce que je désirerais, c'est m'épanouir, hein, 8 heures par jour ou voilà. Donc j'espère avoir survolé le sujet d'une manière quand même intéressante. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site www.êtreheureux-d'être-soi.com, êtreheureux-d'être-soi.com, et puis sur la chaîne, donc abonnez-vous, mettez des commentaires. Si vous voulez des sujets que je traite, ben, mettez-moi des petits mots. Je le ferai avec grand plaisir. Ensuite, une chose importante, c'est que si vous allez sur mon site, vous pouvez avoir accès à un contact gratuit d'une demi-heure. Voilà, donc ce ne sera pas une thérapie, bien sûr, parce qu'une thérapie, ça prend du temps. Voilà, mais au moins un contact si vous voulez vous engager dans un vrai changement. Ben écoutez, si vous pensez que je peux faire quelque chose pour vous, ce sera avec grand plaisir. Donc allez sur mon site et voyez le contact gratuit. Je m'appelle donc Sylvie Forestier, au plaisir de vous aider.